Bonjour, ça marche bien, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai choisi de faire la présentation en français et avec des diapos en anglais, mais je pourrais répondre aux questions en anglais ou en français, ou pas en chinois par contre, mais voilà, je m'adapterai. Donc l'idée est de faire un topo un peu introductif sur les trois qui vont suivre, avec un peu des généralités, en me focalisant sur plutôt des notions d'observance finalement. Donc je travaille dans le service de nutrition à l'hôpital Pompidou à Paris, qui est un centre spécialisé obésité. Mes liens d'intérêt pour cette présentation. Alors, premièrement, et c'est le point de départ, pourquoi on s'intéresse à ces problématiques d'obésité ou de surpoids, il faut quand même commencer par ça. L'obésité, c'est finalement une pathologie qui va agréger de nombreuses comorbidités. On n'est pas, on va dire, préoccupé par des histoires d'image corporelle pour les patients qui viennent nous demander un avis sur leur obésité. Certains et un grand nombre ne viennent pas demander d'avis et peut-être qu'ils sont très bien comme ça et tant mieux pour eux. En revanche, l'obésité va être une pathologie qui va agréger toute une série de pathologies que vous voyez listées sur cette diapositive, et va être une source à la fois de stigmatisation, notamment dans la relation avec leur environnement proche, mais aussi, et c'est quelque chose qu'on n'évoque pas si souvent finalement, avec le personnel soignant, que ce soit lors de consultations de spécialistes ou par exemple lors de consultations de dépistage, ce qui fait que finalement ces patients obèses ont moins de dépistage, en particulier pour les cancers gynécologiques, et tout ceci nous amène à des taux de mortalité plus importants pour ces populations de patients obèses. Je referme la parenthèse épidémiologique, mais c'était important pour l'ensemble de la session qu'on parte sur on va dire, ce socle commun. Alors, donc, 15 minutes, enfin probablement plutôt 12 ou 13 maintenant, donc vous voyez qu'on va devoir aller assez rapidement dans quelques messages, et très clairement dans la pratique, cette question des calories finalement n'est pas quelque chose qui nous préoccupe au quotidien, et notre problématique va plutôt être de savoir comment un peu orienter les patients vers des choix alimentaires, vers des changements de comportement. Et on verra d'ailleurs dans les présentations successives que cette problématique de l'observance est vraiment un message clé. Alors je vous ai illustré ici cette problématique des choix alimentaires, un peu finalement des types de régimes, qui est quelque chose qui nous anime tous et qui anime la littérature scientifique depuis toujours. Et vous voyez finalement sur cette méta-analyse qui a été publiée de manière pas si fréquente dans une revue de gastro-entérologie, nous montre dans ces essais d'intervention avec des changements isocaloriques, c'est-à-dire qu'on ne change pas l'apport calorique quotidien, mais on va substituer finalement des hydrates de carbone à la place des lipides. Et vous voyez qu'on a sur la partie gauche de la diapo, alors le laser va pas, on va voir absolument rien. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc finalement plutôt en faveur des régimes qui sont plutôt un petit peu réduits en lipides par rapport à des régimes qui sont riches en lipides sur notamment des critères de composition corporelle. Mais vous voyez que finalement l'enjeu ne va pas être tellement celui-là. Et on va s'arrêter un peu plus sur cette diapositive qui compare dans une revue qui a été publiée cette année des régimes alimentaires, on va dire, classiques. Alors vous avez tout en haut le régime alimentaire typique américain qui va être constitué de 50% d'hydrates de carbone, de 15% de protéines et d'un peu plus de lipides, 35% ici. Et vous voyez que ce qui m'intéresse un peu plus dans cette comparaison, c'est finalement la composition de l'alimentation générale de ce régime alimentaire américain, surtout pauvre en fruits et légumes, produits laitiers et céréales complètes, et assez riche en acides gras saturés et hydrates de carbone raffinés. Et si on prend l'exemple du dessous, c'est-à-dire un régime alimentaire ou des apports alimentaires relativement équilibrés, avec des apports caloriques autour de 1200, 1700, 1008 kilocalories par jour, bien vous voyez que finalement, on peut arriver avec des apports
en protéines qui sont à peu près équivalents, des apports en lipides un petit peu plus bas, mais surtout une variabilité plus importante de l'alimentation. Et je pense que c'est ça peut-être le message clé, le message le plus important, ça va être cette diversification alimentaire. Point clé très important, c'est que vous voyez que sur la partie droite de la diapositive, on a maintenant une grande quantité d'essais cliniques, notamment au travers du régime DASH, qui va se reporter, qui va être le plus proche de ce que je viens juste de vous décrire, qui va tester l'impact de ces types d'alimentation assez équilibrés finalement sur le contrôle tensionnel, par exemple, mais plein d'autres critères de jugement qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Donc finalement, si on essaie d'être assez pratique, dans une intervention nutritionnelle au quotidien, on va chercher à augmenter la densité nutritionnelle de l'alimentation et à réduire la densité énergétique de l'alimentation. Vous voyez qu'on ne parle plus de calories, mais plutôt de densité des groupes d'aliments qui sont présentés. Donc comment on peut faire ça de manière très concrète au quotidien? Et je pense que Jean-Michel Le Cerf abordera peut-être sous cet aspect ou sous un aspect un peu différent. On peut augmenter le nombre de composants dans l'alimentation. On peut diminuer la taille des portions qui sont riches en densité énergétique forte. Et on va augmenter finalement la densité en eau et en fibres des différents groupes d'aliments. Alors, je vous donne l'exemple extrêmement pratique, parce que c'est une session pratique de deux repas. Donc, le plateau A, qui est le repas typique pour nos collègues anglais qui sont dans la salle, donc ce que vous allez pouvoir obtenir en venant manger dans un café en France le midi, enfin, je ne sais pas à Lyon, mais en tout cas à Paris. Donc, on va vous donner un bout de viande avec des pâtes, un morceau de pain, un café. Et vous voyez que le repas B, eh bien, ça, c'est ce qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années en France quand vous alliez dans le même café. Vous avez des crudités en entrée, une variabilité, une disposition plus variée de l'assiette. Vous avez du fromage blanc avec un tout petit peu de coulis de fruits par-dessus. Donc, on va procéder à un vote extrêmement rapide. Lequel des deux plateaux a le plus de calories? Est-ce que c'est le plateau A? Vous pouvez lever la main si c'est le plateau A. Donc, à part le caméraman qui a envie de participer. OK. Et donc, le plateau B ou abstention, très forte majorité. OK. Donc, on avance. Et en fait, vous voyez que ces deux plateaux ont évidemment exactement le même apport calorique. Et donc, le message clé dans cette affaire, c'est bien sûr le choix des aliments. La viande est un peu différente, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas très intéressant. C'est d'expliquer aux patients qu'on peut, en diversifiant l'alimentation, en augmentant par des techniques qu'on vient de voir ici en une diapositive, la variabilité de l'alimentation et bien sûr la densité nutritionnelle, on peut, sans modifier l'apport calorique, avoir ce qu'on observe sur cette diapo juste après, une densité nutritionnelle, c'est-à-dire la quantité de vitamines, minéraux pour une même quantité d'aliments. Eh bien, vous voyez que sur la diapo B, juste graphiquement, peu importe les chiffres même, vous voyez que sur la partie droite de la diapo, vous avez une augmentation de la vitamine C, de la B9, de la B6, du calcium, etc. Alors qu'on n'a pas changé le nombre de calories. Donc, vous voyez que, avant de conclure que oui, la nutrition, ça ne marche pas, c'est trop compliqué, comme nous disent nos collègues cardiologues, vous êtes nuls, vous ne savez rien faire, eh bien, vous voyez qu'avec des choses très concrètes, on peut arriver à changer les apports alimentaires et peut-être le comportement alimentaire des patients. Un autre exemple pour enfoncer le clou, ce papier superbe dans le New England en 2009, plus de 800 sujets obèses, 33 kg par mètre carré d'IMC, 2 ans de suivi. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue de 750 kcal par jour l'apport alimentaire des sujets de cette étude. Quel que soit leur apport alimentaire de départ, issu d'une enquête alimentaire, on leur demande de réduire l'équivalent de 2 pains au chocolat, à peu près, leur apport alimentaire quotidien d'un point de vue énergétique. Et pas mal de sessions d'activité physique. Et vous voyez que dans ces 4 combinaisons qui sont testées, on va finalement augmenter les apports en protéines, diminuer les apports en protéines ou en lipides. On a 4 combinaisons, hydrates de carbone, lipides ou protéines. Donc 1, 2, 3, 4. À votre avis, quelle est la meilleure combinaison pour perdre du poids à 2 ans? Est-ce que c'est la 1? Vous pouvez voter. Personne pour la 1. La 2? Il va falloir voter quand même à un moment. La 3? La 4. Ah, il y a un taux d'abstention, on dirait des élections présidentielles en France.
5 minutes, magnifique. Il me reste donc 5 minutes pour mes 270 diapos. Donc je vous donne la réponse tout de suite. Il n'y a absolument aucune différence dans la perte de poids à 2 ans avec ces différentes combinaisons diététiques. Et finalement, qu'est-ce qui est très, 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 très beau dans cette étude? C'est la chose suivante. Ça nous montre qu'on a une variabilité interindividuelle extrêmement forte. Donc les 4 schémas correspondent aux 4 changements diététiques que je viens de vous montrer. Mais vous voyez que le nombre de sujets qui est en abscisse vous indique, par rapport à la variation pondérale qui est en ordonnée, une très grande variabilité interindividuelle, quelle que soit finalement la combinaison testée. Et le point le plus important, ça va être l'observance au cours du suivi. Qu'est-ce qu'on voit sur cette diapo? On voit que plus les personnes de l'étude ont assisté à des consultations, avec des médecins, pas des médecins, peu importe, c'est pas ça le sujet, c'est le nombre de fois où ils ont été en contact avec des personnes pour les aider au cours du temps. Eh bien, plus ces contacts sont importants, plus la perte de poids a été importante au cours du suivi. Et ça, je crois que c'est vraiment un message clé pour la pratique, démultiplier les contacts avec le patient au cours du temps pour la consultation. D'ailleurs, vous voyez que ces recommandations américaines parues dans Circulation il y a 4 ans maintenant nous indiquent clairement que finalement, pour arriver à générer une perte de poids chez des sujets en surpoids ou obèses, il y a une très grande variabilité technique et que le point le plus important, ça va être de se baser sur la préférence alimentaire des sujets. Et donc cette notion de respect, en tout cas dans un certain pourcentage, dans un certain volume de l'ensemble des apports caloriques, des préférences alimentaires, ça va nous aider à obtenir des résultats pondéraux les plus efficaces sur le long terme. L'activité physique en 2-3 slides pour vous montrer qu'on a clairement maintenant des données. Là, c'est une cohorte américaine de plus de 20 000 personnes avec plus de 10 ans de suivi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour obtenir une moindre augmentation de l'obésité au cours du temps, il faut générer de l'activité physique de manière assez intensive et on arrive à réduire l'incidence de l'obésité au cours du temps. Mais vous voyez que pour produire cette réduction que vous voyez sur la partie droite, on est sur des niveaux d'activité physique qui sont très importants. Si on résume d'ailleurs cette information sur une seule diapositive qui est issue de recommandations publiées en 2018 sur l'activité physique, vous voyez que pour arriver à avoir une association importante, un effet important de l'activité physique, notamment pour l'activité physique de loisir, il faut mettre le paquet en termes de type d'activité physique et d'intensité. Et d'ailleurs, vous voyez que quand on prend la marche, eh bien, il n'y a pas de données qui nous montrent un effet bénéfique sur la prévention de la prise de poids avec la marche. Parce qu'il faut mettre des niveaux d'activité physique extrêmement importants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice sur le cancer, sur le cardiovasculaire, etc. Peu importe, si la question c'est sur vraiment la prévention de la prise de poids, vous voyez que la marche ne va pas être efficace. Donc, message un peu, peut-être un peu nuancé sur ça. Et puis, je terminerai par une de ces diapositives sur l'activité physique qui est aussi vraiment qui est une étude assez ancienne, mais que j'aime beaucoup parce qu'en fait, dans cette étude, on a fait perdre du poids à des sujets et ils sont inclus au temps zéro après la perte de poids. Qu'est-ce qu'on fait? On les randomise en 3 bras, un groupe sédentaire, modéré et actif. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Le message clé, c'est que dans les messages que vous pouvez délivrer aux patients, des changements alimentaires sans activité physique, ça ne va pas être efficace sur le long terme. Et c'est ce qu'on voit sur la diapo, la courbe la plus plate. En fait, c'est les groupes qui étaient dans les sujets qui étaient dans le groupe d'activité physique intensive. Eh bien, ces sujets-là ont réussi à maintenir leur perte de poids sur le long cours. Et ça, c'est un message important pour les patients. Donc, en conclusion sur l'activité physique, vous voyez qu'il faut des volumes importants d'activité physique et de certains niveaux d'intensité pour arriver à avoir un effet sur le long cours. Dernier point, et ça fait un peu la transition avec mon collègue juste après. Dans cette diapositive sur laquelle, à moins d'être un mutant, vous n'arrivez pas à lire aucune des phrases qui sont inscrites, compte tenu de la taille, vous voyez qu'il y a un élément nouveau qui sont dans ces recos américaines, c'est l'utilisation d'outils connectés, de sites web, d'incitation. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est en train d'arriver dans une nouvelle période où peut-être que, en partie pour faire face au faible nombre de médecins capables d'encadrer ces patients sur le plan nutritionnel, on va céder de nouveaux outils, et ça c'est quelque chose qui est peut-être intéressant pour nous. Ne soyons pas dupes, l'obésité c'est une maladie chronique et les seules actions qu'on va pouvoir obtenir de manière efficace sur le long cours, ça va se faire au niveau de la santé publique.
La pratique, c'est vraiment au bout du tunnel quand vous voyez arriver en consultation le patient qui est en situation d'obésité. Mais il y a quand même des messages d'espoir. Il y a plein de choses qu'on peut faire en termes d'activité physique, de cibles de perte de poids qui sont modérées au début. Bien sûr, de ne pas amener nos patients vers des régimes restrictifs et d'avoir, comme on va probablement le voir en détail juste après, utiliser des nouvelles technologies. En perspective, et ça sera ma dernière diapositive, c'est promis, il faut cibler l'environnement. Et cette très belle étude publiée dans le JAMA il y a maintenant 3 ans nous montre que lorsqu'on change l'environnement, qu'on permet finalement dans les villes d'avoir des zones où on peut marcher, où on est capable de déambuler, on est capable finalement de produire tout simplement de l'activité physique, eh bien au cours du temps, même si c'est une étude écologique bien sûr, mais au cours du temps, on arrive à stabiliser des prévalences d'obésité dans les zones, et c'est ce qui est en orange ici sur la courbe, dans les zones où l'environnement est capable de vous permettre une activité physique. Je vous remercie de votre attention.